Bon, ben, merci. Bonjour à tous. Merci d'être là à la librairie, ici, non, pas là, ici, à la librairie Calignan pour cette rencontre autour de la traduction française du premier roman de Paola Bomba, une autrice argentine reconnue et confirmée dans la littérature. Jeunesse argentine. Donc, je suis super contente de recevoir Sophie Hoffnung et Justine qui a pu venir pour cette rencontre, donc éditrice des Talons Hauts. Merci à vous d'être là. Et puis, je suis voilà, très contente de cette sortie qui est quand même une sortie différente, risquée, engagée. C'est un roman jeunesse qui traite quand même la question des disparitions qui ont eu lieu en Argentine pendant la dictature. Et donc, c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder surtout pour des enfants ou pour des jeunes. C'est une empreinte importante dans l'histoire de l'Argentine. Moi-même, je suis née à Buenos Aires dans les années 75, dans les années 70, mais en 75. Donc, déjà, j'étais super émue de découvrir ces textes que j'ai découverts par votre édition. J'en avais entendu parler, mais en effet, pas eu l'occasion. Au moment de la sortie en 2005, j'étais plus en Argentine, j'habitais déjà Paris. Et donc, de découvrir ces textes par cette traduction, ça a été pour moi une expérience touchante. Et donc, c'est pour ça qu'on est super content que Charlotte est venue vers moi pour proposer cette rencontre. Et c'est qu'on avait convenu avec Sophie, c'est de peut-être vous lire quelques extraits, puisqu'on a les textes en espagnol et en français, et puis après d'échanger. Voilà, vous pouvez poser des questions, on peut en discuter. Je te passe la parole si tu veux dire quelque chose. Bonjour Mélissa, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. Ce roman, avant peut-être de faire des lectures, on présentait sa structure sans trop dévoiler. C'est un texte qui est porté par la voix d'une petite fille à 3 moments différents, 3 âges différents. Au début, elle a 3-4 ans. Elle vit l'enlèvement de son père, la disparition de son père et toute une série d'événements pendant à peu près une période de 2 ans et qui l'amèneront de Bahia Blanca à la plage et après à Buenos Aires avec sa maman. Et ensuite, elle a 12-13 ans, c'est la fin de la dictature et sa mère lui raconte l'histoire qu'elle avait oubliée, l'histoire vécue dans l'enfance. Et là, c'est le flot de questions, c'est le flot d'interrogations pour récupérer la mémoire de son histoire et reconstruire le puzzle. Et une 3e partie se déroule un peu plus tard encore. C'est une grande adolescente. Et là, la démocratie est revenue. Et on passe à autre chose dont on ne parle pas maintenant, mais qui sera l'éveil de la conscience politique. Tout à fait. Tu fais très bien de faire cette introduction parce que la structure est super importante et étonnante dans ces devenirs, dans ces 3 étapes du roman. Ben, peut-être qu'aussi avant de faire la lecture, j'aimerais bien interroger Justine pour qu'elle nous raconte un peu comment ce texte est arrivé à toi ou à vous en tant qu'éditeur. Je vous rappelle que Talons Hauts, c'est quand même une maison d'édition très engagée qui a des choix éditoriaux risqués, affirmés et qu'on soutient à fond. Donc, comment ces livres est arrivé, ces textes est arrivé à toi et comment vous avez décidé de vous lancer dans cette traduction? Merci. Il est arrivé par Sophie, en fait, tout simplement. Donc, on connaissait déjà Sophie avec Laurence, donc la fondatrice de Talons Hauts. On avait déjà échangé avec Sophie, notamment sur d'autres textes qu'elle nous avait proposés, des textes espagnols pour la traduction chez Talons Hauts, et qui n'avaient pas, ça n'avait pas abouti, mais on avait créé un lien.
Et puis, on travaille aussi autour d'une autre collection chez Talent Haut qui s'appelle Les Plumées, pour laquelle Sophie fait de la médiation littéraire. Donc voilà, donc on était en échange. Et je ne sais plus exactement comment on en est revenu à Paola Bombara. Je pense que tu nous en avais déjà parlé plusieurs fois et que tu nous avais donné envie de la lire. Et un jour, je sais plus, on a eu une discussion et on t'a dit, bah, envoie-nous un texte de Paola Bombara et puis on va lire celui que tu préfères ou celui que tu nous recommanderas le plus. Et elle nous a envoyé El Mar et la Serpiente, qu'on a lu assez rapidement, sur lequel on a eu un consensus assez rapide aussi. On était toutes très enthousiastes à la lecture de ce texte-là et très touchées à la fois par le style, évidemment, qui est très beau, très poétique et très moderne. C'est ça aussi qui était très surprenant à la lecture, c'est qu'on est en 2005 quand il est paru et qu'on a l'impression que c'est un texte qui est apparu il y a quelques années. On est presque dans du vers libre, enfin, il y a plein de choses très modernes dans le texte. Et puis l'histoire, globalement, enfin, la portée politique de l'histoire nous a beaucoup intéressés, et surtout cette dimension universelle, en fait, qui est certes située en Argentine, enfin, l'histoire se situe en Argentine, on parle de la dictature argentine, ça se passe il y a quelques années, enfin, il y a quelques décennies même, mais ça peut très bien se passer aujourd'hui, on peut très bien le transposer en Europe, ailleurs dans le monde et dans d'autres époques. C'est vraiment ce qui nous a séduit. Et puis, le côté engagé de ce texte-là, comme tu le disais, colle très bien avec les éditions Talent. Je suis contente de l'entendre, ces regards particuliers, ces regards universels. C'est vrai que moi-même, étant née en Argentine et dans cette période, j'ai vu surtout les côtés historiques et les témoignages et la prise des positions très forte. En effet, Paola Bombara, en plus, elle est connue pour avoir défendu, milité des côtés des familles, las abuelas de Plaza de Mayo, les grands-mères de la Place de Mai. Donc, c'est super ça, de pouvoir sortir ces textes et les donner dans une lumière, dans un regard différent. J'imagine, Sophie, justement, Justine parlait de la médiation, qui est un texte que pour toi, peut-être pourrait servir à toute une discussion. Comment tu l'imagines? Les textes qui viennent de sortir, et si je ne me trompe pas, c'était le 20 janvier, il y a à peine un mois, donc en fait, il est là, tout frais, tout jeune, et il faut qu'il aille voilà, circuler dans les contextes de la jeunesse. Comment tu l'imagines, toi, Sophie? Alors, tout d'abord, on espère que les professeurs d'espagnol vont s'en emparer pour étudier des passages et aborder l'histoire de l'Argentine avec le livre. Donc, il y a vraiment là un intérêt majeur, à la fois sur la langue et sur l'histoire. Donc, ça, c'est vraiment un espoir qu'on a assez fort. Donc, à nous de faire le travail envers le public des enseignants d'espagnol, aussi bien dans les collèges et lycées, mais aussi les universités. Paola Bombara en Argentine, mais dans toute l'Amérique latine, est étudiée aussi à l'université. Et son lectorat, de toute façon, dépasse largement le lectorat jeunesse pour lequel elle avait écrit initialement. Et l'autre axe sur lequel, Justine en a dit deux mots, on peut vraiment aussi travailler, c'est que c'est l'universalité. Un enfant qui a besoin de son papa, qui ressent le manque de sa maman. C'est un passage aussi important du livre, qui s'interroge sur la disparition, sur la violence, l'insécurité des adultes, l'absence de réponse à ces questions de la part des adultes. C'est effectivement universel. Et Paola voyage beaucoup en Amérique latine et à chaque fois, lors des rencontres, elle est ébahie de voir que cette résonance, tous les enfants ou tous les grands qui ont été enfants peuvent l'entendre bien au-delà de l'histoire nationale argentine. Et c'est un livre qui développe une empathie apparemment assez spéciale.
Et c'est voilà, peut-être un axe important. C'est super. Est-ce qu'on se lance? Oui, hein? On laisse ça vous dit, on va faire quelques petites lectures pour que vous ayez un petit peu cette écriture, cette originalité dans la tête et quelques petits extraits de ces trois. Alors, on a choisi, oui, on a c'est vrai. choisi la fin extrait. Très bien. Ah oui, la voix en espagnol. Ok. El mar y la serpiente. Mamá viene a mi pieza. Tiene el bolso verde. Abre los cajones y saca ropa. ¿Vamos a lo de los abuelos? Papá no está. Dale, vamos, dice mamá. ¿Y papá? Digo, cuando vuelva nos va a buscar a los abuelos. Mamá está seria, apurada. Mamá tiene los ojos con agua, pero no llora. Mentira, llora, pero para adentro. Mamá se ríe de mentira. Dice, ¿por qué me miras tanto? Maman vient dans la chambre. Elle a son sac vert. Elle ouvre les tiroirs et sort des vêtements. On va chez tes grands-parents. Papa n'est pas là. Allez en route, dit maman. Et papa, je dis. Quand il rentrera, il viendra nous chercher chez tes grands-parents. Maman est sérieuse, pressée. Maman a les yeux mouillés, mais elle ne pleure pas. Elle fait semblant. Elle pleure, mais à l'intérieur. Maman rit pour de faux. Elle dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Elle devait me laisser un message, elle ne m'a pas laissé le message. Je n'étais pas là. On continue. Deuxième extrait qu'on a choisi ensemble avec Sophie. Se fue el sol del patio. Mamá tiene los ojos verdes y rojos. Parece una monstrua. Llora para adentro. El abuelo se fue en el auto. La abuela me dio la muñeca que no se toca y la toqué. Y le metí el dedo en los ojos. Y la abuela no me retó. Mamá se sienta en el sillón conmigo. La miro. Digo, ¿y papá? Me dice, no sé. Papá se fue en bici. Papá se perdió. Digo, ¿papá se perdió? Mamá me mira. No habla. Le cae mucha agua de los ojos. Digo, no llores, mami. Digo, ya va a encontrarse. Me duele la panza, pero no lloro. Ayer y antes dormimos en la casa de unos tíos viejitos. Todos se ríen de mentira. Papá no está. Se perdió. Me duele la panza y arriba de la panza. Papá no está y no me hace upa y no me levanta por el aire y no me hace reír y no me cuenta cuentos y no me canta canciones. Il n'y a plus de soleil dans la cour. Maman a les yeux verts et rouges. On dirait un monstre. Elle pleure à l'intérieur. Grand-père est parti en voiture. Grand-mère m'a donné la poupée qu'on n'a pas le droit de toucher. Et je l'ai touchée et je lui ai mis le doigt dans les yeux et grand-mère ne m'a pas grondé. Maman s'assoit dans le fauteuil avec moi. Je la regarde. Je dis, et papa? Elle me dit, je ne sais pas. Papa est parti à vélo. Papa s'est perdu. Je dis, papa s'est perdu? Maman me regarde. Elle ne dit rien. Il y a beaucoup d'eau qui coule de ses yeux. Je lui dis, ne pleure pas, maman. Je lui dis, il va bientôt retrouver son chemin. J'ai mal au ventre, mais je ne pleure pas. Hier et le jour d'avant, on a dormi dans la maison de l'oncle et de la tante de maman. Tout le monde rit pour de faux. Papa n'est pas là. Il s'est perdu. J'ai mal au ventre et juste au-dessus du ventre.
Papa n'est pas là, il ne me prend pas dans ses bras, et il ne me soulève pas en l'air, il ne me fait pas rire, et il ne me raconte pas d'histoire, et il ne me chante pas de chansons. Ça va pour vous? On continue? On continue. Elle m'avait dit qu'elle l'aurait facilement. Se fue. Se la llevaron unos hombres. Me dejó con estos tíos viejos de la ciudad que ni sé quiénes son. Ella se fue con los ojos verdes y rojos, como una monstrua. Se fue con los ojos secos. Se los secó con la manga del pullover. Yo también debo tener los ojos como una monstrua. Ni me los seco, porque ya sé que el agua no va a dejar de salir. Me duele la panza y más arriba de la panza. Me duele cuando trago y se me caen los mocos. Pero no me importa, estoy llena de agua. Me dejó en esta pieza. Me dio este tigrecito. Pero antes de dármelo, me dio un beso. Dijo, toma. Dijo, guárdamelo hasta que vuelva. Y yo no podía ni agarrar porque no quería que se la llevaran. Me dijo que me van a venir a buscar mis abuelos, que tengo que ser fuerte, que ella va a volver. Le pregunté cuándo va a volver, pero me dijo, no sé. Me dijo, tengo que hacer unos trámites con estos señores. No sé qué es trámites. No sé qué es trámites. ¿Y a quién le pregunto ahora que ella no está? Elle est partie. Des hommes l'ont emmenée. Elle m'a laissée avec les grands-oncles de la ville que je ne connais même pas. Elle est partie avec les yeux verts et rouges, comme un monstre. Elle est partie avec les yeux secs. Elle les a essuyés avec la manche de son pull. Moi aussi, je dois avoir les yeux comme un monstre. Je ne les essuie pas parce que je sais bien que l'eau ne va pas s'arrêter de couler. J'ai mal au ventre et juste au-dessus du ventre. J'ai mal quand j'avale. Et j'ai aussi le nez qui coule, mais je m'en fiche. Je suis remplie d'eau. Elle m'a laissée dans cette chambre. Elle m'a donné le petit tigre. Mais avant de me le donner, elle lui a fait un bisou. Elle a dit, prends. Elle a dit, garde-le pour moi jusqu'à mon retour. Et moi, je n'arrivais même pas à l'attraper parce que je ne voulais pas la voir partir avec eux. Elle m'a dit que mes grands-parents allaient venir me chercher, que je devais être forte, qu'elle allait revenir. Je lui ai demandé quand elle allait revenir. Mais elle m'a dit, je ne sais pas. Elle m'a dit, j'ai des formalités à régler avec ces messieurs. Je ne sais pas ce que c'est des formalités. Je ne sais pas ce que c'est des formalités. Et à qui je demande maintenant qu'elle n'est plus là? Donc, ici, on passe dans la deuxième partie du roman. Notre héroïne a grandi, n'est-ce pas? Donc, 8 ans après. C'est 8 ans après, exactement. Très bien. Ok, donc on a choisi un autre extrait. No me acuerdo. ¿No te acordás nada de nada? No. ¿Pero vos estuviste ahí? ¿Con vos? Sí. ¿No te acordás de los hombres intentando agarrar a Pamina? No. ¿Nada de nada? ¿Y ella qué? ¿Ella se acuerda de todo? ¿Por qué me tengo que acordar?
No me acuerdo de ningún tipo agarrando a ninguna gata, de ningún tigre, de peluche, de ningún viaje con los abuelos. No me acuerdo de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. ¿Pero te acordás que nos secuestraron? No, mami, no. Je n'ai aucun souvenir. Tu ne te rappelles rien de rien? Non. Mais tu étais là, avec toi? Oui, tu ne te souviens pas des hommes qui ont essayé d'attraper Pamina? Non. Rien, vraiment rien? Et elle, quoi? Elle se souvient de tout? Pourquoi je devrais me souvenir, moi? Je ne me souviens d'aucun type attrapant aucune chatte, ni d'aucun tigre en peluche, ni d'aucun voyage avec les grands-parents. Je ne me rappelle rien, de rien, de rien, de rien, de rien. Mais tu te souviens qu'ils nous ont arrêtés? Non, maman, non. Ma, ¿quién secuestró a mi papá? ¿Te tengo que contestar ahora? ¿No podés esperar a que termine de mañana a tu hermanita? Espera un minuto, hija. No puedo ponerme a hablar de eso así como así. ¿No me podés contestarme mientras la bañás? Mamá, no es justo. Yo tengo que saber. Ya termino. Ya la estoy secando, le pongo el pañal, la dejamos jugando solita y te contesto, por favor. Esperar, esperar. ¿Qué más tengo que esperar? Ahora me siento peor que antes. La pitufina es mi media hermana, pero antes ni lo pensaba. Ella era mi hermanita y punto, ni lo pensaba. Ahora estoy fuera y me siento afuera. Mamá tiene marido y otra vez tiene una hija chiquitita y yo soy algo que arrastra de antes. Yo tengo que saber, porque si no me voy a morir. Maman, qui a enlevé papa? Je dois te répondre maintenant. Ça ne peut pas attendre que j'ai fini de donner le bain à ta petite sœur? Attends une minute. Je ne peux pas me mettre à parler de ça comme ça. Tu ne peux pas me répondre en lui donnant son bain? Maman, ce n'est pas juste. Je dois savoir. J'ai presque terminé. Une minute. Je l'essuie, je lui mets sa couche, on la laisse un peu jouer toute seule et je te réponds, s'il te plaît. Attendre, attendre. Qu'est-ce que je dois encore attendre? Je me sens encore plus mal qu'avant. La Schtroumpfette est ma demi-sœur. Mais avant, je n'y pensais même pas. Elle était ma sœur. Un point, c'est tout. Je n'y pensais pas. Maintenant, je suis en dehors. Je me sens extérieure. Maman s'est remariée. Elle a un bébé. Et moi, je suis quelque chose qu'elle traîne du temps d'avant. Je dois savoir. Je dois savoir, sinon je vais mourir. Yo entiendo lo de la militancia y todo eso, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿No sabía que era peligroso lo que hacía? ¿Qué tipo cabeza dura? ¿Por qué no se quedó conmigo? Si dicen que yo era lo más importante para él, ¿por qué no se quedó conmigo? No entiendo. No entiendo. La política era más importante. Es eso. Yo no era. Solo era su hija. ¿Por qué? Hija, ¿qué haces ahí sentada? Para papá, yo no era lo más importante. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Porque se fue y no se quedó conmigo.
Pero teníamos una razón muy importante. Sí, ya sé lo que me vas a decir, lo del mundo mejor. No le quites importancia. Todo lo que hicimos era necesario, era importante, muy importante. Era nuestro mejor regalo para nuestros hijos. Pero para mí lo mejor sería tenerlo conmigo. Je comprends le militantisme et tout ça, mais pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Il ne savait pas que ce qu'il faisait était dangereux? Quelle tête de mule! Pourquoi il n'est pas resté avec moi si j'étais ce qui comptait le plus pour lui? Pourquoi il n'est pas resté avec moi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est la politique qui comptait le plus. C'est ça. Ce n'était pas moi. Je n'étais que sa fille. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais assise ici? Pour papa, ce n'est pas moi qui comptais le plus. Quoi? Mais pourquoi tu dis une chose pareille? Parce qu'il est parti et qu'il n'est pas resté avec moi. Mais nous nous battions pour une cause très importante. Oui, je sais très bien ce que tu vas me dire, l'histoire du monde meilleur. Ne sous-estime pas notre action. Tout ce que nous avons fait était nécessaire. C'était important, très important. C'était le meilleur cadeau que nous pouvions faire à nos enfants. Mais pour moi, le plus beau cadeau, ce serait d'avoir mon père avec moi. Merci. Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle sensation ça vous donne, ces lectures? Est-ce que vous voulez nous raconter? Je trouve ça dur. Ouais, tu veux nous dire plus? Ouais, mais ça m'intéresse. Merci. Je précise que je ne comprends pas l'espagnol, mais j'aime bien la sonorité. Je trouve ça très, très dur, très, très fort, en fait. On n'a pas eu encore la partie où elle est plus âgée, c'est ça? Là, elle est plutôt... Elle a 12 ans. Voilà, oui. ça, 12-13 ans, on sent tous les questionnements qui foisonnent. Et puis, ce que je trouve aussi très beau, c'est la façon dont l'autrice a réussi à imaginer les sensations d'une petite fille de 3-4 ans. Quand elle dit ça monte au-dessus du ventre, c'est tellement précis et c'est en même temps tellement juste. Et puis, non, en fait, je trouve ça un peu fort, quoi. Comme je me dis, même que ce soit catégorisé entre guillemets jeunesse, ça m'étonne presque, en fait, au vu du sujet, et puis la façon dont c'est abordé. En tout cas, j'ai envie de savoir la suite. Merci. Vous voulez apporter, Sophie, est-ce que tu veux répondre sur cette je trouve littéraire tellement particulier et surtout c'est exactement là le nœud, tout ce sur quoi repose le récit, c'est cette incapacité à dire, quand elle est petite, à parler de choses qui appartiennent au monde des adultes. L'angoisse, par exemple, justement, j'ai mal au ventre et juste au-dessus du ventre, ou j'ai du mal à avaler. Et elle est plongée, en fait, dans un univers qu'elle est trop petite pour comprendre, mais elle est assez grande pour souffrir. Et tout se joue là, en fait. Et comme elle décrit au départ qu'à hauteur de son regard d'enfant et de ses sensations d'enfant, c'est comme des traductions, finalement, en mots simples, de choses extrêmement compliquées. Par exemple, quand elle parle de la clandestinité, elle dit, alors il y a tous les déménagements qui sont vraiment un traumatisme, mais c'est vécu évidemment pas comme clandestinité, mais comme des déménagements incessants, ou sa mère qui ne veut pas aller au square en journée, parce qu'elle préfère y aller le soir, parce qu'il y a moins de monde, parce qu'elle n'aime pas faire la queue à la balançoire. Et en fait, tout le livre part de ce récit, et après, c'est comme un puzzle qu'on reconstruit avec l'interrogation et les réponses que donne la mère. Et chaque petit événement qui est vécu dans l'enfance est revisité, évidemment avec le poids de l'histoire, cette fois-ci reconstitué. Le puzzle est reconstitué.
Alors, je partage tout à fait avec vous cette émotion qui donne le roman des premières pages et presque cette difficulté à passer, à se dire ça dans les mains des enfants, comment ça peut être lu, comment ça peut être adopté, ressenti, etc. Et c'est vrai que dans ce travail d'écriture, mais vous l'avez sûrement remarqué depuis le début, il y a cette simplicité qui en même temps, c'est vraiment une voix d'enfant. Et parler de ces choses-là avec une voix d'enfant, c'est une écriture, je pense, complexe et revisitée beaucoup des fois. J'ai vu des entretiens et notamment, elle a fait un petit vidéo pour vous à la sortie du livre où elle disait que c'est son premier roman et c'est celui qu'elle a le plus dû retravailler, réécrire, revenir sur ces scènes parce qu'en effet, on est presque dans la peau de ce que peuvent avoir vécu les enfants. Et c'est vrai que c'était une vraie guerre. C'était vraiment une menace quotidienne, un danger, une peur et tout ça. Et donc, elle arrive à transcrire ça, donc ça nous touche directement. Et donc, il faut passer par ça pour y aller vers cette autre voie qui grandit et qui demande des explications, en effet. Et c'est autant la première voix, celle de la petite fille, a tous ses côtés poétiques. J'ai les yeux verts rouges, je suis un monstre, j'ai des lots qui sortent. Je veux dire, il y a toutes ces transcriptions très concrètes des éléments. Autant la deuxième voix, c'est une voix interrogative et très bousculée. Ouais. Tu veux nous en dire plus, Sophie? Comment tu la vois, toi? En fait, dans la deuxième partie, c'est un flot de paroles, un flot de pensées et qui n'est pas maîtrisé, dans lequel il y a beaucoup de choses différentes, de la douleur, mais aussi de la colère et cette impuissance aussi à récupérer son souvenir, mais bon, en cela, elle est aidée par sa mère qui va reconstruire très patiemment le récit avec elle. En effet, moi, ce que j'ai remarqué aussi dans la deuxième partie, c'est ces côtés dialogue. Comme tu dis, un flot incessant, question-réponse, question-réponse. C'est une vraie soif de comprendre, de savoir, et qu'elle écrit aussi avec pas mal des silences. Il y a des moments, je ne sais pas quoi répondre. C'est vrai, là, on l'imagine bien dans l'extrait qu'on vous a lu, en train de faire les bains à la petite sœur, et juste à ces moments-là, répondre à ces questions. Mais voilà, à ce niveau-là, c'est intéressant, Justine, ce que tu disais du côté universel, parce qu'après des traumatismes politiques, des guerres de cette sorte, il faut passer par cette explication. Là, c'est mis à niveau d'un enfant, mais néanmoins, il y a eu toute une reconstruction qui a été faite en Argentine, et notamment par les procès et tout ça. Tu veux nous dire un peu ton regard sur cette question et en tant qu'éditrice? Sur la question de la mise en lumière justement de cette histoire-là, c'est vrai que il y a un vrai travail de mémoire aussi qui est fait avec ce livre-là, et c'était important de le montrer, et ça fait partie de la démarche de la publication, quoi, de participer à ce travail de mémoire. Et c'est rigolo parce que ça a fait aussi partie du choix du titre qui n'a pas été évident pour l'autrice. Voilà, et nous,
il y avait vraiment ce côté, et dans le texte, c'est ce qu'on sent aussi, c'est que quand elle est petite, il y a ce côté sombre, dur, cette urgence, et cette urgence de mettre en lumière, en fait, de sortir de l'oubli et de mettre en lumière. Donc, il y avait vraiment la volonté aussi de dire ça des titres, en fait, de montrer voilà, que c'est un travail de mémoire qu'on allait faire. C'est pas évident à la première, enfin, Le Puits et la lumière, ça parle peut-être pas tout de suite de ça, mais c'est aussi ce qu'on avait envie de, voilà, ce sur quoi on communique, ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est ce travail de mémoire-là qui est important de façon universelle et qu'il faut partager parce que nous, on connaît le travail de mémoire européen, on va dire, et c'est important aussi de s'interroger sur les autres, la nécessité de connaître ce qui se passe ailleurs et de faire ce travail de façon universelle pour avancer et normalement ne pas refaire les erreurs du passé. Mais justement sur l'arrivée dans le titre à la lumière en dernier mot du titre, c'est vraiment un cheminement, le livre. C'est un cheminement en fait d'une histoire individuelle qui se raccroche complètement à l'histoire collective et de mémoire individuelle qui se perd et qui se récupère et qui se raccroche à l'histoire collective avec l'engagement politique, qui est évidemment celui de la jeune fille et celui de l'autrice. C'est exactement ça et on les perçoit bien. Mais si vous me permettez, justement, je voudrais revenir sur la question du titre. Parce que la question du titre, elle est clé et ça provoque sûrement beaucoup d'interrogations et d'étonnements. Les titres en espagnol, c'est El mar y la serpiente. El mar, c'est la mer et les serpents. Donc, El mar, c'est l'endroit où elle vit ses premières années et où elle apprend la mort de son père. Et donc, en face à la mer, elle retrouve l'image de son père, elle en parle, etc. C'est très important. Et les serpents, c'est un objet que sa mère lui a fabriqué pendant son emprisonnement. Justement, comment on fait en tant que traductrice, en tant qu'éditrice, pour repenser une édition. En plus, c'est un livre qui a quand même déjà un certain temps, 15-16 ans, je pense, au moment où vous avez commencé ce travail, et pour les réadapter aussi en France. Racontez-nous un petit peu plus, parce qu'à mon avis, il doit y avoir eu pas mal de débats et pas mal d'interrogations sur la question du titre. Mais voilà, pour qu'on sache un petit peu plus. Alors, comme le titre, c'est une décision de l'éditeur ou de l'éditrice, je vais laisser la parole à Justine. Oui, alors ce titre, El mar y la serpiente, il ne nous parlait pas trop. Voilà, on n'arrivait pas trop à le lier au texte en dehors déjà de la première partie, parce que ça parle de la narratrice, mais de petite fille et pas de la narratrice qui grandit. Et du coup, on a fait un petit remue-ménage avec Laurence et on a brassé des titres. Et Le Puits et la lumière, ça nous a parlé assez rapidement, en fait. Et pour tout ce que je disais tout à l'heure, pour tout ce que ça véhicule comme message, et puis aussi parce qu'il y avait un côté, voilà, vraiment le cheminement, qui est le cheminement politique et qui est aussi l'apprentissage de la petite fille et qui devient une jeune fille et dans la lumière, quoi. Enfin, il y a voilà, ce côté espoir. Et on l'a dit à Sophie pas tout de suite. Et quand on lui a dit, on croisait un peu les doigts sous la table. Sophie nous disait, j'adore. Donc, on était très contente. Mais Paola ne nous a pas dit j'adore. Donc, il a fallu en fait expliquer déjà pourquoi on n'avait pas retenu El mar y la serpiente. Donc là, on l'a fait ensemble avec Sophie et essayer de la rassurer aussi sur le fait qu'on avait bien compris son intention, qu'on savait, enfin, voilà, qu'on respectait vraiment son texte et que Sophie a énormément respecté le texte dans la traduction. On a vraiment voilà, fait tout ce qu'on pouvait pour qu'il soit le mieux rendu possible en français, mais que le titre, il fallait vraiment qu'elle nous fasse confiance et voilà, on lui a donné nos arguments et je crois que on a fini par la convaincre, n'est-ce pas?
Alors, il y a aussi un petit décalage, c'est qu'en Argentine, le livre est lu plus jeune, enfin, par des lecteurs qui peuvent être beaucoup plus jeunes. Et ici, ce ne sera pas le cas. Le livre, c'est vraiment pour des adolescents. Et oui, il y a vraiment un besoin de mise en contextualisation. En fait, il faut que le livre soit introduit. Et c'est vrai que le titre se décale aussi par rapport au public, et Le Puits et la lumière est évidemment plus parlant pour un public adolescent, et il fait aussi référence à la jeune fille plus qu'à la petite fille, et c'était ce décalage-là aussi que Laurence et Justine avaient en tête pour le choix du titre. Je peux comprendre parfaitement les débats qui vous ont animés, mais je pense que les titres, il est très bien choisi. En effet, Les Puits et la lumière ramènent dans la similitude au titre original, dans cette... oui, je ne sais pas comment les dire, ces contrastes entre deux éléments très différents. Les Puits et la lumière, il y en a un qui réfère à l'emprisonnement, l'autre qui réfère voilà, à la vie, à ce qui continue, à ce qui nous vient de loin. Et vous avez, en plus, vous l'avez sous les yeux, travaillé divinement avec une illustration qui accompagne ça et qui a un choix très fort d'images. Qui nous permet en effet d'aborder ou d'imaginer vers quoi on va, vers quel type de lecture. Et c'est vrai que j'imagine que ça a été une prise de position. Tu veux nous raconter un petit peu pour les choix de la couverture? Oui, alors pour le choix de la couverture, à vrai dire, l'illustrateur s'est vite imposé à nous. On a déjà travaillé avec Julien Castagnier pour des textes assez forts aussi, notamment un qui se passait en Amazonie et qui nous a marqué, et on souhaite le même succès au Puits et la lumière, vraiment. Et donc on lui en a parlé, et Julien, il a la particularité de lire les textes avant de faire les illustrations, et ça se sent tout de suite, hein. Et en fait, il nous a tout de suite proposé cette illustration-là. Sauf qu'il avait fait l'héroïne petite fille. Donc on lui a dit que nous, on préférait une héroïne plus grande sur la couverture, donc il a remodifié ça. Mais tout de suite, il a eu voilà, cette idée de la mettre de nuit face à la mer, et de jouer avec les couleurs. On retrouve les couleurs de l'Argentine aussi sur la couverture. Donc ça a été un peu une évidence en fait. Donc on n'a pas eu trop de travail à fournir en tant qu'éditrice sur cette couverture. Il a tout de suite bien compris l'intention du texte, et été très touché par le texte aussi. Alors, je voudrais juste dire que Paola était surprise, sans doute un peu déçue, parce que quand ce titre est arrivé, ça faisait 16-17 ans qu'elle vit avec son titre. Et voilà, on comprend tout à fait combien ça peut être difficile pour une autrice de voir ce changement. Mais voilà, je pense qu'elle l'a adopté, effectivement. On espère que ça va donner justement une nouvelle vie, une nouvelle maturité peut-être à ces titres, et des nouveaux lecteurs, je l'espère aussi. Est-ce qu'il vous reste des questions? Il a été traduit dans d'autres langues? Pas du tout, non. Il voyage dans beaucoup de pays hispanophones, en Amérique latine, aussi en Espagne. Il fait pas mal de rencontres, je crois, aussi en Espagne. Mais pour l'instant, il n'a pas été traduit, ce qui est extrêmement surprenant, parce que le livre a une reconnaissance internationale. Et voilà. Tu veux peut-être dire un mot d'Amnesty? Oui. Oui, alors on a obtenu le soutien d'Amnesty International pour ce titre-là. Donc, Talent Haut travaille beaucoup avec Amnesty International. On leur propose très régulièrement des titres de notre catalogue, et ils peuvent ou non les soutenir. Et quand ils les soutiennent, ça donne une caution aussi au livre, et ça permet de le faire circuler dans un réseau qui est différent de celui de la librairie traditionnelle, et vers un public qui n'est pas le même. Et ce qu'on espère aussi, c'est que Talent Haut
assez, on vend pas mal de droits à l'étranger, on est très présente sur les foires, etc., sur les marchés. Et certes, on n'a pas les droits pour le livre, pour le vendre dans d'autres langues, mais le fait qu'il soit dans le catalogue de Talent Haut, ça peut aussi lui permettre d'avoir une visibilité au moins européenne et peut-être d'être ensuite traduit dans d'autres langues. Enfin, c'est le mieux qu'on puisse espérer, mais en tout cas, nous, on a très envie de le pousser et donc de le mettre en avant dans toutes les occasions possibles. Du coup, il ne peut pas être dans le catalogue de droits étrangers, mais il sera présenté. Et puis, en plus, comme on le trouve très, très beau, on se sert pas mal de la couverture pour le mettre en avant aussi. Merci. J'ai une question à la traductrice. Donc, un peu comme ça a été dit tout à l'heure, c'est un livre qui met quand même un petit coup à l'estomac. Je veux dire, on ne peut pas le lire d'un trait. Voilà. C'est pas facile. Ce n'est pas un livre dense, de par le nombre de mots, mais c'est un livre intense, en tout cas, et que je trouve on doit s'y prendre à plusieurs fois pour le digérer. Il est très fort. Voilà. Il infuse aussi, il nous occupe pendant un certain temps ensuite. Donc, je me demandais ce qu'il en était du travail de traduction. D'abord, merci à l'éditeur d'avoir mis la traductrice en couverture. Ce n'est pas toujours le cas. Ça aussi, c'est un peu, c'est pas engagé, mais en tout cas, c'est du respect pour ce travail et donner de la visibilité au travail de traduction. Mais peut-être que ça ne se traduit pas tout à fait de la même manière que d'autres littératures, ou enfin, je ne sais pas si tu peux nous dire quelque chose de ça. Alors effectivement, c'est un livre court et il a peu de pages, enfin 120, je ne sais plus, mais il y a beaucoup de blancs et de silences aussi qui sont matérialisés physiquement. Et pourtant, j'ai mis de longs mois à le traduire. Ah ouais. Parce que comme toi, comme le lecteur, en fait, je ne pouvais pas produire, il était hors de question de produire de la traduction. Et surtout, il fallait laisser reposer, alors notamment par ces silences, mais aussi parce que l'écriture apparemment simple est particulièrement difficile à traduire. Et que, par exemple, quand on est dans le langage de l'enfant, ce sont des mots très précis et il suffit qu'on mette un choix de mots qui est tout à fait correct, mais dans lequel il y aurait une intention, par exemple, ou quelque chose qui dévoilerait un petit peu trop, où c'était très difficile. Et par exemple, ce fameux mot « esperar », je ne sais pas, je suis revenue 15 fois sur attendre, espérer, et à un moment, en avançant, il y a le sentiment d'un tout. Et c'est là que j'ai pu commencer à travailler et à lire à voix haute, parce que ça me semblait absolument nécessaire. Et après, j'ai la chance inestimable d'avoir des éditrices extraordinaires. On a fait un travail en commun qui était formidable. On a fait notamment une séance de travail de 3 ou 4 heures, je ne sais plus, où on a littéralement lu le livre ensemble. Et ça, c'est une grande chance parce que voilà, il y avait soit des petites incertitudes, soit des choses voilà, on a fait des réglages, on a ajusté, on a travaillé la partition et c'était formidable. Et il y a eu aussi des échanges à la fin avec Paola qui ont permis aussi encore d'affiner. Et voilà, je pense que c'était un travail sur la durée et vraiment sur plusieurs mois. Merci. Allez, une dernière petite question. Merci. Ce n'est pas un livre autobiographique. Est-ce que c'est basé sur une histoire réelle? C'est autobiographique. Oui. Et comment ce livre a été accueilli en Argentine? Est-ce qu'on le sait? Alors, c'est un livre autobiographique, mais qui ne se veut pas être qu'une autobiographie du tout. Dans les petites vidéos qui sont disponibles sur la chaîne de Talent Haut, Paola explique qu'elle a mis 6 ou 7 ans à écrire ce livre. Elle voulait travailler le sujet et elle a mis tout ce temps à trouver la voie. Et elle a chopé sur quelque chose de compliqué qui était de fictionnaliser la réalité.
et aussi de faire une proposition différente des livres existants déjà. Et donc, tout ce travail a été long. Et à un moment, elle s'est dit, je ne peux pas parler des autres par respect. Je vais demander à maman, à sa mère, si elle peut parler de leur histoire. Donc, beaucoup d'événements, d'anecdotes tragiques qui sont dans le roman sont sa propre histoire. Mais ce n'est pas une autobiographie. Et ce livre a eu du succès en Argentine. Oui, je ne sais pas trop comment s'est passé à la sortie du livre. Alors, le livre est sorti en 2005 et c'était une année importante puisque c'était, par exemple, l'année où on a fondé la journée nationale Mémoire, Justice et Vérité. Et donc, c'était vraiment un moment où le travail sur la mémoire était important. La distance avec la fin de la dictature était suffisamment importante. La démocratie était installée et beaucoup d'associations étaient très, très actives, évidemment. Et le livre est sorti à ce moment-là et ça a été une réception très, très, très forte parce que le récit apportait quelque chose d'absolument nouveau, en fait, avec ce point de vue de l'enfant. Et le succès n'a pas été démenti. Il y a eu beaucoup d'éditions, de réimpressions. Là, nous, on a entre les mains l'édition qui a été faite pour les 10 ans du livre, avec des textes d'introduction de deux très grandes autrices argentines, Maria Teresa Andrueto et Liliana Bodoc, qui a disparu depuis quelques années. Et ces introductions sont magnifiques, mais on ne pouvait pas les reprendre puisqu'elles s'inscrivaient pour le coup dans l'histoire de la mémoire argentine. Est-ce que c'est un livre qui est lu dans les écoles? Donc, c'est une question peut-être pour Mélissa. Est-ce que cette histoire, elle est enseignée dans les écoles? On la lit dans les histoires, Alors, comme j'ai dit au début, moi, j'habite en France depuis très longtemps, à peu près les années 2000. Donc, en fait, ce livre, il n'était pas sorti quand j'habitais encore en Argentine. Donc, oui, j'ai entendu parler, oui, ce livre, il est travaillé dans les écoles en Argentine et tant mieux. Et je pense que ce n'est pas un hasard si il est sorti en 2005. C'est finalement que cette génération d'enfants a grandi et commence à... Parce que ces livres s'inscrivent aussi dans toute une série de créations qui sont des créations littéraires, théâtrales, des films. C'est les enfants qui ont vécu la dictature depuis ces premières années, qui arrivent à la maturité, qui produisent une deuxième vague de créations qui sont très différentes de la première vague. Ça, je peux le dire parce que c'est vraiment ma génération. C'est-à-dire qu'en sortant de la dictature, il y a eu un besoin de raconter l'histoire qui était un besoin des survivants et de raconter ceux qui étaient disparus. Ça a créé toute vraiment un socle culturel qui est en plus porté sur pas mal de débats, parce que vous imaginez que réviser cette histoire récente, ce n'est pas évident. Mais en effet, la génération des enfants qui sont nés pendant la période de la dictature ont créé une deuxième vague de création et un socle culturel qui est vraiment très intéressant à découvrir parce qu'il transforme l'histoire. Il la raconte depuis un autre regard. Et ici, en France, on a Laura Alcoba, quand même, qui est une autrice argentine fantastique, d'expression française, et qui a créé un livre qui, je ne me rappelle pas, oui, Le bleu des abeilles et Manège, où elle raconte la trilogie de Laura Alcoba. C'est aussi depuis le regard des petites filles, et c'est aussi avec des données autobiographiques. Et c'est pour ça que je dis, il y a vraiment une génération, et tant mieux si on peut l'apprendre dans les écoles. Ça donnerait lieu à un long débat, et je ne veux pas que ça devienne la question
mais justement, jusqu'où on apprend l'histoire et qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire. C'est essentiel pour la construction démocratique, je pense, et en Argentine comme ailleurs. Donc, on souhaite que Les Pluies et la Lumière accompagnent ces textes et cet apprentissage au-delà des frontières de l'Argentine. Et pour ça, bien sûr, vous pouvez compter sur nous et sur la librairie Canigno qui va faire ce qu'il faut depuis ici pour les faire connaître. Et en tout cas, merci. Merci Sophie, merci Justine d'avoir été là. Merci à vous aussi pour avoir partagé ces petits moments. Et voilà, et j'espère qu'on va se retrouver prochainement avec aussi voilà, des élèves ou des professeurs qui s'empareront de ça. Merci. Merci Mélissa. Tu étais attentive.